Cette relation de voyage suscite sa traduction et une nouvelle édition à Londres par Asher en 1840 en deux volumes. Celle-là est fondamentale. Elle est corrigée, elle a été rectifiée, mais elle est restée véritablement l'édition de référence. En 1904, une édition allemande porte les noms de Grunut, de Marcus Nathan Adler. Cette édition traduite et commentée en allemand fixe le départ du voyageur au 23 novembre 1165, que celui-ci se trouvait à Damas en 1170, on est sûr, et il se rendit en Perse, en Arabie. Le 13 septembre 1171, il rentrait en Égypte. Ça, on est sûr de ces dates-là et de ces lieux. Le commentateur pense que Benjamin avait été chargé d'une mission de recension générale des familles juives. Alors quand il dit « j'ai vu tant de juifs à tel endroit », certains ont voulu croire, penser que c'était tant de familles. Si bien que quand il dit « j'ai vu 100 juifs », il faut multiplier par 4 ou 5 parce que c'était des chefs de famille et des familles qu'il n'avait pas comptabilisées. Alors dans le monde, pour le compte, alors on avait dit « mais pourquoi il fait ça ?» C'est une autorité judaïque qui a dû l'envoyer voir un peu où en est la diaspora. Que ce serait une académie, l'académie de Castille. En effet, il revint en Castille, en effet. Mais tout comme le projet à lui attribué de provoquer peut-être un projet d'émigration des Juifs de la diaspora vers cette zone de la Perse qu'il a trouvé extraordinaire, ou de l'Arabie. Pour d'autres historiens, c'est simplement un retour vers la Palestine qu'il pensait. Donc voilà les hypothèses qui ont été dressées, mais la Palestine me paraît beaucoup plus vraisemblable parce qu'il faut voir ce qu'il a dit de cette région de Jérusalem, de toutes les cités de cette zone de Sion. Et là, on sent qu'il a un cœur extrêmement sensible à cette région et au retour de la grandeur du peuple d'Israël vers ses rois, vers ses prophètes et vers toute son histoire. Alors, continuons les traductions. C'est en latin que le voyage de Benjamin a été réalisé pour la première fois par un dénommé Arias Montanus, qui est un classique des voyages de Benjamin de Tudel, et qui sera annoté par un dénommé Constantin l'Empereur dans l'édition de 1635 et celle de Leipzig en 1775. Je le dis pour les personnes qui veulent avoir véritablement quelques notions précises. En tout cas, la traduction française des voyages attendra le jeune Jean-Philippe Baratier, qui publie à Amsterdam en 1734 et à La Haye, et en même temps celle de Bergeron, qui est la Collige. Donc il faudra attendre le XVIIIe siècle pour qu'on ait une édition française, celle de Baratier. La vie de Benjamin de Tudel, on n'en sait pas grand-chose, chers amis. Elle reste sujette à des hypothèses déduites de ses propres préoccupations de voyageur. Quand on lit son voyage, on voit qu'il s'intéresse d'une manière très, précise aux teinturiers. Est-ce qu'il était lui-même spécialiste dans la teinture, dans le pourpre, dans ces tissus, dans cette industrie? On sait qu'il s'intéressait aussi aux pierres précieuses, peut-être. Est-ce qu'il s'intéresse? Il était médecin, on l'a dit. Est-ce que il était voyageur de commerce sur la route de la soie? Alors j'ai étudié la route de la soie telle qu'elle se pratiquait en son temps. Ça me paraît douteux. Je pense qu'il faut laisser à Benjamin de Tudel le soin d'un rabbin profondément conscient de sa responsabilité. Quand je dis responsabilité, c'est responsabilité vis-à-vis de sa foi, de sa piété, mais responsabilité vis-à-vis de sa communauté. Et donc, sa préoccupation de voyageur, de pèlerin, donc véritablement de la foi hébraïque, de la foi judaïque. Il est né au début du XIIe siècle et il meurt en 1173, quasiment à l'arrivée de son voyage. À cette époque,
l'Andalousie, puisqu'il revient en Andalousie, était gouvernée par la dynastie des Almohades. J'ai voulu aussi m'intéresser à son temps, comment il vivait, où il vivait, avec qui il vivait. Au XIIe siècle, donc, c'était la grande dynastie almohade qui était là depuis 1157 et qui avait pour calife Abou Yacoub Youssouf, qui était un très grand calife et qui était carrément à l'âge d'or de l'Andalousie musulmane, où allait briller naturellement Averroès, 1126-1198, et le célèbre Moussa ibn Maïmoun, dit Maïmonide, né à Cordoue en 1138, donc quasiment la même période qu'Averroès, est mort au Caire comme médecin de Saladin en 1204. Alors, vous connaissez, je reviendrai sur Maïmonide, qu'on appelait l'aigle de la synagogue et qui fut médecin personnel de Saladin. Mais dans cette période, d'autres personnalités ont fait des voyages comme Benjamin de Studel et même avant lui. C'était la période où Pétaïa de Ratisbonne avait entrepris un voyage de même objet, recherche de communautés juives en Europe, mais il est moins connu, mais pourtant ça a été un précurseur. À ce XIIe siècle, on peut considérer que les grands centres d'échange étaient bien sûr Constantinople à ce moment-là, Cordoue, Venise, Alexandrie, Pise, Gênes. Il a été visité tout cela, sauf Cordoue. Il n'en parle pas dans son rapport, mais Cordoue était un grand centre où beaucoup de communautés juives vivaient. En Orient, où il va aller s'informer, Jérusalem était le siège de ce qu'on appelait des croisades, de l'Empire latin, où Godefroy de Bouillon était rentré en 1099 avec ses croisés et où régnait donc Baudouin III. Cette ville sera reprise après la mort de Benjamin de Tudel, lorsque Saladin, qui avait Maïmonide comme médecin, entrera dans cette ville en 1187, donc très peu de temps après la visite de Benjamin, qui a vu surtout des croisés à Jérusalem. Alors, notons que la perte de ce royaume latin en 1187 sous Saladin a justifié la troisième croisade sous la direction du français Philippe Auguste, de Frédéric Barberousse et de Richard Cœur de Lion. La fameuse troisième croisade qui se passera en 1192, donc après la visite de Benjamin de Tudel. C'était l'époque, ce XIIe siècle, où de nombreuses relations qu'on appelait des pérégrinations via Hierosolomita, c'est-à-dire des voyages vers Jérusalem, accompagnés du mot secours ou aide, justifiés des voyages par mer ou passagium pour gagner la Terre Sainte. C'était un objet pour les croisés, pour les chrétiens et aussi pour les juifs croyants. Et les commerçants juifs voyageaient beaucoup en direction de l'Orient, visitant ou fondant des centres d'études talmudiques dont a parlé M. Michael Yankou, ce qu'on appelait des académies, ou comme on dit des yeshivot, n'est-ce pas? Je ne me trompe pas. À Jérusalem, c'est Salomon ben Yehuda qui fonde une académie en 1051, en passant par Constantinople, mais aussi il irradie sur l'Afrique, notamment la Tunisie, Djerba, où il y a Kérouan, où il y a eu une yeshivot. L'historien Shlomo Gwaten rapporte nombre de détails sur les transactions qui, autour de l'an 1100, s'accompagnaient de visites aux lieux saints, de pèlerinages sur les tombes des justes, qui sont des actions méritoires. Visiter un juste est une action méritoire. Et Massila ben Elia se rendit au XIe siècle à Palerme, en Égypte, pour son négoce de la soie, mais n'hésita pas à se rendre à Bagdad pour rendre visite à un grand sage, un grand savant du judaïsme qui s'appelait Haï Gaon, afin de s'instruire à son école. Donc on n'hésitait pas à aller vers des savants, vers des grands talmudistes et kabbalistes pour s'instruire.
Abraham ben Ezra, celui-là, qui est très célèbre, parti de Tolède entre 1092 et 1160, c'est sa date de naissance et de mort, pour la Palestine, pour l'Égypte, et il visita les populations de l'Inde. Eldad le Danite alla à travers l'Afrique orientale rechercher les descendants des 10 tribus. Ça, c'est une recherche constante, et vous connaissez mieux que moi l'histoire du judaïsme, l'histoire des tribus, où sur les 12 tribus, alors je vous les cite, vous les connaissez mieux que moi, mais enfin, pour moi, ça m'a été une manière de me remémorer les tribus de Ruben, de Siméon, de Lévi, Juda, Isaac, Zébulon, Dan, Nephtali, Gad, Aser, Isaac, Joseph, père d'Éphraïm et de Ménassem, et enfin Benjamin, le 12e. Et on sait que 10 tribus, les Samaritains, restent l'objet de recherche dans l'histoire du judaïsme jusqu'en Afrique, jusqu'en Éthiopie. Dans son récit, dans le récit de Benjamin, hors du commun, parfois certains y ont vu des légendes, on a pu mettre en doute que ce voyageur ait réellement visité toutes les régions qu'il décrit. Alors, il est parti de Saragosse en 1165, il se rend à Tarragone, puis Barcelone, il embarque ensuite à Marseille, il traverse l'Italie du Nord au sud, il visite Otrante, qui est un centre important de départ vers Jérusalem, puis Corfou, il passe ensuite en Grèce, qu'il remonte jusqu'à Salonique ou Thessalonique. De là, il se rend à Constantinople, il visite les îles de Samos, de Chios, de Rhodes, de Chypre, où dans chacune il trouve des communautés juives. Il aborde l'Asie par Tarsus, qui est l'angle entre la Turquie et le Moyen-Orient, Antioche. Il arrive à Antioche, justement, puis il séjourne à Jérusalem, à Hébron, puis il remonte le Jourdain, il gagne Damas, Alep, ensuite l'Irak par Mossoul, il redescend le Tigre, il arrive à Bagdad, il visite la Mésopotamie, il s'intéresse au site de Babylone, de Ninive et au cours inférieur de l'Euphrate où vivent des communautés juives florissantes. De là, il gagne la Perse, il visite, comme je vous l'ai dit, Suse, le pays de Gilan, Ispahan, Shiraz dans le Khouzistan. Ensuite, notre infatigable voyageur, comme vous le voyez, il découvre la côte arabique, la côte indienne de l'Inde, de Malabar. De là, il se rend à Ceylan, qui est au sud de l'Inde. Et ensuite, il dit qu'il a gagné la Chine, qui est donc la première mention d'un voyageur d'Europe. Il revient sur Aden, au sud de l'Arabie, et il fait son retour par la mer Rouge, en passant par le Vieux-Caire. Il visite Alexandrie, Damiette, il regagne l'Europe en passant par la Sicile, et puis par la Maurienne, il gagne le Tyrol, l'Autriche, l'Allemagne, il revient sur la France, et il parle de la Bohème pendant son passage, et il revient à Paris, et de là, il retournera en Espagne, donc vers la région de la Castille. Cette tradition de visiter de manière érudite et bien informée les réalités de la vie de la diaspora dans le monde après sa sortie de Babylonie, ça a été toujours une préoccupation des savants, les connaisseurs de la communauté juive. Se dit, mais qu'est-ce qu'elle est devenue après la sortie de Babylonie, et notamment après Assuérus. Donc, ça a été une recherche permanente. Après sa sortie de Babylonie, on remonte donc à l'âge d'or de l'Andalousie, au moment où la ruine des Omeyyades ramène à l'Espagne la fameuse dynastie des Omeyyades d'Andalousie, et où les splendeurs de Bagdad ramènent l'art, la culture, et dans tous les domaines de la science et de l'artisanat, où justement la communauté juive d'Espagne, la communauté séfarade, retrouve sa prospérité. Et alors, elle accueille des talmudistes, elle accueille des gens de grande notoriété dans la science
de l'exégèse, recréant des académies spécialisées dans l'écriture, dans la connaissance, dans le commentaire et la philosophie, dans la plus pure tradition des académies d'Orient. Eh bien, la maturité de certaines communautés juives font de Saragosse, de Tolède, de Lucène, de Malaga et de Tudèle des foyers littéraires ou grammairiens, traducteurs, philologues, spécialistes de la Bible, médecins et même agriculteurs formaient des communautés juives actives et florissantes. Un nouveau genre de commentateurs apparaît, cherchant à déterminer les sens premiers du texte biblique. Cette tendance sera représentée au XIIe siècle par Abraham ibn Ezra, qui aura un grand rôle dans la diffusion européenne de ces acquis des chercheurs bibliques de l'Espagne. Des lettrés comme David ben Ayyouj ou Yona ben Jana renouvellent la connaissance et l'exégèse de la Bible. L'émergence d'un mécénat juif favorise le développement d'une poésie où la psalmodie arabe, c'était la langue écrite de ce moment-là, et les savants juifs l'utilisaient volontiers, à côté d'une langue liturgique qui aussi voisinait avec une langue profane, et des règles littéraires très strictes ont permis l'éclosion d'un nombre remarquable de grands auteurs, et on peut citer Salomon ibn Gabirol, Judas Halévi de Tudèle, qui compose des œuvres philosophiques et des pièces de poésie courtoises ou religieuses, parfois intégrées dans la liturgie, des chants religieux, exprimant une nostalgie de la Terre sainte, comme dans les chants de Sion ou les Sionides. Dans la seconde moitié du XIe siècle, c'est Bahiyé ibn Pakouda qui écrit en langue arabe une introduction au devoir des cœurs d'inspiration philosophique, néoplatonicienne et mystique à valeur théologale. Enfin, Judas Halévi, dans son Kuzari, c'est une œuvre fondamentale et importante dans la connaissance de la conversion des Khazars au judaïsme, dans son Kitab Rad fi Nasr Din el-Dalil, raconte en langue arabe la conversion du roi des Khazars au judaïsme, conversion qui a été obtenue par les explications d'un rabbin convaincu que de l'irruption de Dieu dans l'histoire des hommes se fait grâce au lien particulier du peuple de la Terre Sainte avec le Créateur, chose qu'a manifesté Moïse en gagnant la terre promise. Et je vous signale que dans le Coran aussi, nous avons dans le retour de Moïse vers le mont Nebo l'allusion à la terre qui n'est pas seulement promise dans le Coran, mais Muqaddasa, la terre sainte, que Dieu a promise à Moïse et à son peuple. Donc, je ne me place pas dans le contexte que vous connaissez, que trop, mais moi, le Coran, c'est ce qu'il dit. Dans ce même laps de temps, il faut absolument évoquer donc la grande figure du médecin-philosophe Maïmonide, dont la pensée sera le moment culminant de cette période. Il est né à Cordoue en 1138, médecin renommé, auteur d'une prière que nous tous, médecins, apprenons dès notre fin des études de médecine, qui fait aujourd'hui encore autorité en tant que serment dit de Maïmonide, et il se rendra célèbre par des œuvres magistrales, le livre des commandements, un code systématique de la loi juive en 14 volumes, c'est pas rien, et son fameux guide des égarés qu'a cité M. Yankou, qui représente la plus éminente pensée médiévale de l'aristotélisme judaïque. Écrit en arabe, il fut rapidement traduit en hébreu. On peut dire que Maïmonide priait en hébreu, pensait en grec et écrivait en arabe. Est-il meilleure synthèse et symbiose des cultures? Très souvent commenté par des philosophes sur le développement ultérieur de la pensée religieuse du judaïsme, et il conteste subtilement la préséance du talmudiste
sur le philosophe. Ça a été à cette époque du XIIe siècle, avec Averroès, Maïmonide et saint Thomas d'Aquin, les trois religions se posaient le rapport naturellement entre la foi et la science, entre la religion et la raison. Donc les trois ont donné des réponses d'avant-garde, mais malgré tout en croyant, autant Maïmonide que Averroès que saint Thomas d'Aquin, ils ont donné malgré tout la préséance à la révélation, mais ils ont tenu compte de la raison. C'est donc dans ce contexte où la pensée religieuse, les commentaires et la langue elle-même furent profondément fouillés et repensés que naquit l'intérêt du rabbin Benjamin, fils du rabbin Jonas de Tudel, lorsqu'il entreprit son voyage célèbre et curieux à plus d'un titre. Un voyage de longue durée, 10 ans au moins, de 63 à 73, ne négligeant aucun pays de l'ancien monde, ce qui dénote une intuition remarquable ou une information non moins exceptionnelle. Certains y ont vu, au-delà de son intérêt religieux, un parcours d'apparence commerciale. Certains ont dit sur la route de la soie. Je vais vous montrer que ce n'est pas possible. Enfin, la méticulosité et l'enthousiasme avec lesquels il note, il rapporte, il commente ses découvertes et ses propres observations à aller toujours plus loin, donne à son œuvre un éclairage lumineux pour la curiosité géographique déjà, et pour l'intérêt religieux pour tous ces contemporains qui étaient si assoiffés de mystères et d'inconnus. Bon, la route de la soie, elle part de la Chine naturellement, de la province de Xi'an, du Lanzhou, mais ce qui est important, c'est qu'elle contourne des déserts très importants qui doivent être connus. Il y a le désert de Gobi et le désert du Taklamakan, ce qui paraît très improbable dans les rapports de Benjamin de Tudel, parce qu'il n'en parle pas. Ce sont des déserts terribles, ce sont des déserts inhospitaliers, ce sont des épreuves épouvantables. Il en aurait certainement parlé. Donc, il parle de la Chine, le pays de Tsin, mais on ne sait pas. Alors, voilà, donc il y a eu tous ces traducteurs, pour les gens qui s'intéressent, j'ai parlé de Baratier, Montanus, qui ont donné leurs avis sur le voyage de Benjamin de Tudel. Nous pouvons dire qu'en 1762, un nouvel texte en hébreu de Nagel, qui le publie pour l'université de sa ville en Allemagne, a donné son avis. Voltaire lui-même n'y croit pas tellement. Il dit que la dernière traduction en notre langue de la relation de rabbin Benjamin de Tudel ne fut donnée qu'en 1734. Il dit qu'elle est due à un enfant de 11 ans nommé Baratier, français d'origine, né dans le margravat de Brandebourg-Ansbach. Son père, alors lui, ministre de Saint-Évangile, l'aida un peu. Pour d'autres, il l'aida beaucoup. À 11 ans, qu'il devait connaître tous ces détails, n'est-ce pas, et commenter d'une manière savante le voyage de Benjamin de Tudel, c'est pas possible. Donc, l'opinion qui reste, c'est qu'après Bagdad, après Bassora, après les prémices de la Perse, il a dû lire beaucoup de travaux, et c'est ce qu'avance un certain nombre de commentateurs comme Aaron ben Meshulam Zalman, Matthias Christian Sprengel, Gérance qui reproduit les mêmes notes que Baratier, l'abbé Grégoire aussi qui s'écrit « À peine croit-on ses yeux quand on lit Benjamin de Tudel » en 1788, d'Israéli qui n'y croit pas beaucoup, il dit « mais c'est un véritable rêve, il a dû faire son voyage en bonnet de nuit car c'est un rêve ». Au XIXe siècle, Chateaubriand confond le voyage au XIIe siècle, au XIIIe siècle, d'autres, Pinkerton, Antonin, etc. Donc, il y a eu des avis divers sur ces voyages, mais moi je retiens celui du Bruxellois
Eliakim Carmoli. Celui-là, oui, au XIXe siècle, en 1839, il a critiqué très savamment le travail de Benjamin de Tudel et il a repris toutes les traductions en langue hébraïque, française, anglaise, allemande ou hollandaise. Et sa conclusion, je vous la cite, il dit « Ces nombreuses éditions prouvent l'importance des voyages de Benjamin de Tudel. Benjamin fut un de ces hommes qui ont le bonheur de résumer dans leur nom ou une science ou un art ou une époque. La géographie du Moyen-Âge, c'est, à n'en point douter, Benjamin de Tudel. » Eliakim Carmoli, le bruxellois, défend vigoureusement Benjamin de Tudel. Il repasse point par point tous les lieux, toutes les cités mentionnées dans l'œuvre du rabbin. Il rectifie des erreurs de transcription, parce que d'une langue à l'autre, d'une écriture, d'un caractère à l'autre, il y a beaucoup d'éléments qu'il a fallu remettre, soit par les noms des villes qui ont changé, soit des circonstances de traduction ou de transcription, et qui ont été amenés à de nombreuses interprétations, mais Carmoli, au compas, avec des cartes de son temps, a refait absolument le voyage, et il dit il faut donc croire dans ce voyage, croire dans la bonne foi, sauf que probablement la Chine et certaines régions comme la période Ceylan prêtent à discussion. Donc voilà la première partie que je voulais vous présenter sur les commentaires qui ont été faits sur l'œuvre de Benjamin. Il y aurait beaucoup de choses à dire encore, mais je voudrais m'arrêter là et passer maintenant au voyage, si vous permettez. À moins que vous ayez quelque chose. Alors, je vais apporter une carte. On ne peut pas vous parler du voyage de Benjamin de Tudel sans refaire la carte de son voyage. Elle est là, mais